Salut à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode d'Il était une fois la boxe. Donc aujourd'hui, on va parler plus précisément de la boxe en Asie. Voilà, donc je vais pas perdre trop de temps parce que c'est un sujet assez long et à mon avis le podcast va être assez long aussi. Donc voilà, évidemment c'est vrai que l'Asie on a toujours la caricature dans les arts martiaux, que ce soit le kung-fu, le karaté, le taekwondo, et on pense pas qu'en fait c'est des gros pays de boxe. En fait toute l'Asie c'est vraiment un gros continent de boxe. Et notamment, il y a 4 nations phares qui se démarquent vraiment. Il y a le Japon, bien sûr, la Corée du Sud, la Thaïlande, et puis il y a les Philippines. Voilà, donc on va essayer de voir comment en fait la boxe, qui est un art martial purement en fait occidental, a pu vraiment se développer dans tous ces pays. Alors en fait, c'est assez, on peut essayer de chercher, moi c'est plus ou moins ce que j'ai essayé de faire dans le passé de ces pays, de voir s'il y avait vraiment des arts martiaux qui pouvaient se rapprocher de ça. En Thaïlande, par exemple, enfin, tout ce qui est le sud-est de l'Asie, donc qui correspond actuellement à la Thaïlande, à la Birmanie, au Vietnam, il y avait déjà des arts martiaux. Alors, il y en avait un qui était très primitif, c'était le Pradal serré. Le Pradal serré, en fait, c'était vraiment un type de combat où vraiment c'était très agressif. Ça reprenait en fait beaucoup, ça essayait en fait de reprendre des mouvements animaux, vraiment purement animaux. Donc ça utilisait tous les coups, donc il n'y avait vraiment rien à voir de près ou de loin avec la boxe. Le truc, c'est qu'en fait, on utilisait déjà un petit peu les poings comme étant quelque chose qui peut servir vraiment à frapper. Mais bon, ça n'avait pas vraiment à voir avec la boxe. Alors vous verrez pourquoi je vous en parle, parce qu'en fait, le Pradal serré, plus tard, il a donné naissance au XVIe siècle à un autre art martial qui s'appelle le Muay Boran. Et le Muay Boran, qui s'est particulièrement développé au XVIe siècle, plus tard, ça deviendra en fait le Muay Thai. Voilà, c'est un ancêtre du Muay Thai, et c'est pour ça que je vais en parler, parce qu'on va y revenir après. Sinon, après, aux Philippines, on pouvait trouver un art martial qui s'appelle le Sun Tukan. Alors le Sun Tukan, en fait, c'est un dérivé du Kali. Alors le Kali, en fait, c'était un art martial aux Philippines qui était pratiqué au couteau pour se défendre. Sauf que, comme à l'époque, tout le monde n'avait pas forcément de couteau, ils ont fait un dérivé qui s'appelle le Sun Tukan, qui en fait utilise les poings. Et on est sur quelque chose en fait qui se rapproche un petit peu de la boxe, voilà. Et bon, évidemment, cet art martial, il était interdit à l'époque où les Philippines étaient sous colonisation espagnole. Donc, vous voyez, on avait un petit peu dans ces terres d'Asie des arts martiaux, mais il n'y avait rien vraiment qui se rapprochait encore de la boxe, puisque la boxe, vraiment, c'est un dérivé du pugilat de la Grèce antique, qui après a été repris surtout notamment par les Britanniques. Donc c'était la boxe à poing nu qu'on appelle aujourd'hui bark knuckle. Et c'était très pratiqué notamment dans l'armée britannique, et ça va s'importer beaucoup aux États-Unis. Et vous allez voir en fait comment ça arrive plus ou moins en Asie, et ça y arrive en fait par le biais du Japon. C'était notamment en 1854 où il y a eu la convention de Kanagawa. Alors pour ceux qui ne connaissent pas en fait la convention de Kanagawa, ça a été un peu l'ouverture des ports japonais aux États-Unis, c'est-à-dire que le Japon qui était vraiment refermé à l'époque va ouvrir ses ports suite à ce traité aux États-Unis. Alors traité, bon c'était un peu... ça fait partie de l'histoire, mais bon ça a été un peu sous pression. Il y avait notamment en fait un officier de marine qui s'appelait Matthew Perry qui a débarqué à Shimoda pour ratifier ce traité. Il faut savoir que les marins américains à l'époque ils pratiquaient beaucoup entre eux, c'était très pratiqué la boxe, donc la boxe poing nu bark knuckle. Vous pouvez le voir d'ailleurs dans certains films, des fois ils le montrent que dans la marine c'était très pratiqué. Et forcément c'est eux qui vont débarquer au Japon. Et je pense qu'à l'époque en fait ils voulaient aussi montrer un petit peu aux autochtones leur puissance entre guillemets, et la boxe ça faisait partie, ça renvoie à l'image de l'homme fort, et en fait ils ont commencé à montrer ça aux Japonais, et les Japonais assez fiers auraient répondu un petit peu, auraient voulu en fait les battre sur leur propre terrain. Et de ce qu'on raconte, c'est un sumotori qui s'appelait Tsunokishi Koyanagi qui en fait a été appelé à combattre un lutteur américain qui faisait de la boxe. Voilà. C'est-à-dire que les autorités japonaises lui auraient demandé à ce sumotori d'aller l'affronter dans un combat de boxe poing nu. Et alors le combat aurait dû devenir une grande foule, et notamment devant Matthew Perry lui-même. Et la légende dit qu'en fait le japonais aurait gagné. Voilà, donc c'est la première introduction en fait de la boxe au Japon et en Asie en fait. Voilà, de la boxe telle qu'on la connaît.
Alors en 1887, il faut savoir que dans la boxe, il va se passer plein de choses, puisque c'est là où ça commence vraiment à devenir la boxe officielle qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire avec les gants sur des rings où c'est vraiment bien fait. Et même si bon, ça a encore évolué après, bizarrement, c'est cette année 1887 aussi où au Japon il va y avoir un premier match d'exhibition de boxe qu'ils appelleront le Western Professional Sumo. Donc ça n'avait rien à voir avec du sumotori, mais c'était voilà comme ça. Et ça s'est fait à Tokyo. Donc vraiment là pour le coup, on voit une première exhibition de boxe au Japon selon les règles qu'on va connaître par la suite. Alors d'ailleurs, il va y avoir un impact direct puisque en 1896, en fait, au Japon va se créer le premier gymnase à Yokohama qu'on appellera le American Training Institute et qui a été créé par Toranozu Saito et James Tojo, voilà, qui ont créé le premier gymnase de boxe japonais. Alors à l'époque, ils n'appelaient pas ça la boxe, les Japonais, ils appelaient ça le kento. Je crois qu'en japonais, le kento, ça désigne justement la partie dure du poing. Et c'est en fait le nom qu'ils avaient donné à ce sport qui, bien évidemment, faisait appel au poing. Et après ça, donc, c'est en 1900, donc au début du XXe siècle, qu'il va y avoir un premier livre de règles japonais qui va être publié. Alors, ce livre qui s'appelait le Bogeki Jisei Seiyo Kento Jutsu, excusez-moi pour la prononciation, et voilà, qui définissait un petit peu les règles de la boxe. Voilà, c'était un petit peu un livre de réglementation. Ça va vraiment, le règlement après il va être institué vraiment en 1909 par l'International Juken Club. Et voilà, en fait, le Japon commence vraiment à se formater à la boxe en établissant les règles. Enfin, la boxe qu'ils appellent une fois encore le kento. Mais vous allez voir que les Japonais, c'est pas le seul pays où ça s'est développé. Déjà, dès la fin du 19e siècle, en fait, ça va beaucoup se développer aux Philippines. Alors, comment ça s'est passé, en fait? Si vous voulez, en 1898, il y a eu la guerre hispano-américaine qui a été appelée par les Espagnols le désastre de 98, puisque l'Espagne, suite à cette guerre, va être obligée de céder des colonies aux États-Unis, notamment la colonie de Guam, mais il y aura aussi les colonies de Puerto Rico et des Philippines. Et oui. Et donc, du coup, c'est assez bizarre parce que Puerto Rico, je vous en ai déjà parlé dans notre podcast, c'est aussi une grosse terre de boxe, Puerto Rico. Et en fait, je pense qu'il s'est passé exactement la même chose qu'aux Philippines, c'est-à-dire que l'armée américaine, forcément, a débarqué sur place après le traité de Paris qui a attribué ces colonies aux États-Unis. Et une fois encore, les soldats de la marine américaine pratiquaient beaucoup la boxe et c'est eux qui vont vraiment l'amener sur ces terres-là, et notamment aux Philippines. Alors, on raconte qu'on aurait retrouvé dans certaines prisons des Philippines des gants qui auraient été fournis par les Américains. Alors en fait, on soupçonnait que certains soldats américains auraient pu pousser certains prisonniers philippins à combattre avec des gants. Voilà, donc c'est ce qui s'est un peu passé. Ça serait vraiment l'entrée de la boxe aux Philippines. Mais là où ça va vraiment rentrer de façon officielle, c'est en 1902 avec l'arrivée de Frank Churchill. Alors Frank Churchill, qui était un entrepreneur en fait d'attraction, qui notamment était allé aux Philippines pour organiser des carnavals, des courses de chevaux. Voilà, c'était un gars vraiment qui était dans le business du spectacle et il était accompagné des frères Tate, Eddie et Stewart Tate. Et c'est vrai que c'était ses associés. Et parmi eux, Eddie Tate, en fait, lui, il était passionné de boxe. Et il va rapidement avoir une idée, c'est-à-dire qu'en fait, il va faire offrir des leçons de boxe gratuites au peuple philippin. Son idée, évidemment, derrière, c'était de se dire, si ces gars-là, on arrive à les pousser à connaître un peu la boxe et à se battre, on peut se faire pas mal d'argent sur des spectacles de boxe. Donc en fait, voilà, il voyait qu'aux États-Unis, parce que faut rappeler le contexte, au début du XXe siècle, c'est là où la boxe commence vraiment à rafler pas mal d'argent, notamment c'est l'apparition de Tex Richards, qui est un homme du spectacle aux États-Unis, qui va devenir un des plus grands promoteurs de boxe de tous les temps, qui a organisé tous ces combats. Ça a été lui vraiment qui a fait qui a institué toutes les premières billetteries, tout ça par rapport à la boxe, qui a donné notamment le fameux label Combat du siècle. Il en a organisé d'ailleurs plusieurs combats du siècle, Tex Richards. Et je pense que Eddie Tate, son frère Stewart et Frank Churchill, ils vont vouloir s'inspirer de ça et de faire ça aux Philippines. Et ça va plutôt bien marcher puisque dès 1909, en fait, Frank Churchill il va créer aux Philippines l'Olympic Stadium à Manille. Voilà, donc un stade qui va être dédié au combat de boxe. Donc vous voyez que là, les Philippines où la boxe est apparue après le Japon, en fait, c'est allé beaucoup plus vite parce qu'il y a eu des investisseurs américains qui sont venus profiter du filon
Et c'est cette partie business qu'il a manqué au Japon. Là, vraiment, ça va se développer du coup aux Philippines très rapidement. Et dans les années 1910, on va avoir les premiers champions philippins, notamment Francesco Flores, qui va même devenir champion d'Orient des poids plumes en boxe. Et il y avait aussi son rival Dencho Cabanela qui battra d'ailleurs Flores. Ils ont fait plusieurs combats ensemble. Alors lui, Cabanela, qui aura un sort tragique puisqu'il va mourir d'une hémorragie cérébrale des années plus tard. Mais voilà, on a les premiers champions en fait qui commencent à apparaître. Et aux Philippines, le sport commence vraiment à faire parler de lui. Ça devient vraiment quelque chose, un spectacle très regardé. Donc immédiatement derrière, il y a une génération qui va suivre. Alors notamment, on aura les frères de Francesco Flores, puisqu'il avait plusieurs frères. Donc il y avait Elino Flores, qui était probablement le meilleur. Il y avait Macario Flores, et il y aura aussi Irénée, qui aura une petite carrière. Enfin voilà, ils étaient 4 frères en tout, les frères Flores. Ils ont marqué quand même la boxe des Philippines, en ayant des palmarès plutôt nets. Et certains iront même boxer aux États-Unis après, dans les années 20. On avait aussi, on peut citer quelques noms de Philippins qui étaient connus à l'époque. Il y avait Pete Sarmiento, il y avait Silvito Giamino, Macario Villon, qui n'ont pas forcément des palmarès hyper impressionnants, mais qui à l'époque étaient assez connus aux Philippines. Mais il va y en avoir un qui va se démarquer dans le lot, c'est un certain Francisco Villarruel Guilledo, qui était plus connu sous le nom de Pancho Villa. Alors Pancho Villa, rien à voir avec le révolutionnaire mexicain. Là, c'était un nom qu'on y avait donné, un nom de scène entre guillemets, parce que ça se fait beaucoup avec certains boxeurs à l'époque, même aux États-Unis, on leur donnait des noms un peu comme ça, comme au catch presque. Et ce gars-là, donc Pancho Villa, il va vraiment amener quelque chose de nouveau. Donc déjà, il a un gros palmarès, c'est-à-dire qu'il va devenir champion d'Orient des poids coqs contre Cowboy Reyes, donc un autre Philippin. C'était dans les années 10. Et puis ensuite, il va vraiment briller à mouche aux États-Unis. Alors, il va notamment affronter Frankie Gennaro. Alors, Frankie Gennaro, qui était champion du monde des poids mouches et qui était un des meilleurs poids mouches qu'on ait vu. Alors, il va l'affronter 2 fois. Alors, une fois, ça sera sans titre en jeu et une fois, ça sera pour un championnat américain. Et les 2 fois, il va perdre. Alors, ça va être 2 défaites très serrées quand même. Donc, il fait un beau boulot, Pancho Villa. Et puis, surtout, c'est en 1923 qu'il va vraiment exploser puisqu'il va rencontrer Jimmy Wilde. Alors, Jimmy Wilde, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je pense que beaucoup d'entre vous quand même le connaissent parce que c'est une légende, c'est souvent considéré comme le meilleur poids mouche de tous les temps. C'est un Britannique. Alors il faut savoir que ce gars-là, il est resté invaincu pendant 104 combats avant de perdre. Et il avait pris sa revanche dans la foulée. Et il était champion du monde, il a pris le titre de champion du monde des poids mouches en 1916 si je ne dis pas de bêtises. Ce gars-là vraiment c'était une légende. Et en 1923, il est toujours champion du monde donc des poids mouches, donc ça fait plusieurs années maintenant. Et il a un palmarès de 137 victoires pour seulement 3 défaites et un match nul. C'était un gros cogneur, Jimmy Wilde, et c'était vraiment la légende absolue de la boxe anglaise. C'était un Britannique, et à l'époque, vraiment, c'était la légende. Et Pancho Villa va le rencontrer à New York, au Polo Grounds, et il va parvenir à mettre Wilde KO au 7e round, mettant ainsi fin à un long règne de Jimmy Wilde sur les poids mouches, à sa suprématie. Et ça devient le premier boxeur asiatique champion du monde, Pancho Villa. Donc là, c'est un exploit absolu. Alors, si on est regardant, oui, on peut dire que Jimmy Wilde, à cette époque-là, n'était sans doute plus le grand Jimmy Wilde qu'on avait connu. D'ailleurs, il prendra sa retraite dans la foulée. On sait qu'à ce moment où il boxe Villa, il n'avait pas combattu depuis 2 ans. Son dernier combat, il avait essayé de monter chez les poids coqs contre Peterman et ça s'était mal passé. Mais quand même, c'était Jimmy Wilde. Et là, ce que fait Pancho Villa, ça rentre dans la légende de la boxe. Et ce gars-là va devenir donc le premier asiatique champion du monde. Et ça devient une légende dans son pays, même un héros national, vraiment. Il faut voir ce gars, l'impact qu'il a eu sur son pays. Et Pancho Villa, du coup, ça a été vraiment une icône et aujourd'hui encore, il y a des statues de ce mec aux Philippines. Alors d'ailleurs, il ne va pas s'arrêter là puisqu'il va défendre sa ceinture des poids mouches 3 fois, alors notamment contre son compatriote qui était très bon, Cliver Sancho, qui avait fait des beaux combats contre Fidel Labarba et Bud Taylor, contre qui d'ailleurs il est décédé suite à un combat. Mais voilà, il va continuer Villa, alors il va battre aussi Kid Williams, puis il va monter chez les poids coqs.
Il va notamment batailler avec Bud Taylor, dont je viens de parler. Alors Bud Taylor, qui est, pour le présenter, un des meilleurs poids coqs de tous les temps. Et en fait, ils vont s'affronter 3 fois. Ça va être une des grandes trilogies de la boxe. Et c'est Pancho Villa qui va gagner cette trilogie. Il va gagner 2 combats et en perdre un seul. Donc là encore, ça le fait encore plus rentrer dans la légende. Et puis il va finalement perdre son titre des poids mouches contre... quoique, attendez, non, je vous dis des bêtises, il avait déjà abandonné le titre des poids mouches, puisque là il était vraiment concentré chez les coqs. Mais chez les coqs, il va perdre en 1925 contre un très grand boxeur canadien qui s'appelle Jimmy McLarnin. Et là, après ce combat, hélas, il va décéder de l'angine de Ludwig, donc une maladie qu'il y avait à l'époque. C'était en 1925 et c'était seulement 10 jours après la défaite contre McLarnin. Donc certains même se demandent si en fait il n'était pas déjà touché au moment du combat. En tout cas, il va décéder peu de temps après, donc hélas, il n'y aura pas de suite de carrière pour lui. Mais ça va rester le peu qu'il a fait, enfin le peu de temps qu'il a pu vivre peut-être, ce boxeur, hélas. Il a fait des choses voilà, absolument immenses qui font que c'est une légende aux Philippines et c'est une légende de la boxe tout court. Et voilà, et vraiment ça va être un héros national. Et il va amener derrière lui, il va y avoir vraiment toute une dynamique autour de ce boxeur qu'en fait les Philippins vont appeler le premier âge d'or de la boxe aux Philippines. C'est-à-dire qu'il va vraiment amener avec lui toute une génération et ça va créer un âge d'or au niveau de la boxe aux Philippines. Alors, parmi tous les boxeurs qui vont arriver derrière, qui vont être poussés par l'exploit de Pancho Villa, on pourrait citer un Espagnol qui s'appelle Luis Logan. Alors, on en parle parce que ce gars-là est né aux Philippines et il a boxé aux Philippines, bien qu'il soit espagnol. Alors après, il ira boxer en Espagne, dans son pays d'origine, et en Argentine. Ça a été un très bon boxeur. Bon, il n'a jamais décroché de titre majeur, mais c'est à noter. Mais par contre, après, derrière, oui, tous les boxeurs qui vont arriver aux Philippines, il y en aura des grands, il y aura notamment Speedy Dado qui a fait des gros combats, alors qu'il allait combattre aux États-Unis contre Midget Volgast, contre Rodolfo Casanova, contre Baby Arismendi, et contre qui il a perdu un combat mondial pour les poids légers, si je ne dis pas de bêtises. Il a battu Panama Al Brown, il a affronté Freddie Miller chez les Plumes, bon, il l'a perdu aussi. Il a affronté Lusalika, Juan Zurita. Alors souvent, il n'a pas gagné la plupart de ses combats, mais il a toujours offert des grosses oppositions et voilà, il a affronté les meilleurs de sa génération, ce gars-là. Dans le même genre et dans les mêmes catégories, on avait Small Montana aussi, qui était entre les mouches et les coqs, qui a boxé, qui a battu Midget Volgast aussi, qui a battu Lusalika. Et il était d'ailleurs devenu champion du monde des poids mouches face à Volgast, Small Montana. Et il perdra son titre contre Benny Lynch, un très grand boxeur anglais. Mais ouais, très gros combattant aussi. On avait alors bien sûr Little Dado qui était peut-être le meilleur de cette génération. Alors Little Dado qui reste connu aux Philippines pour sa rivalité avec Little Pancho et aussi avec Small Montana dont je viens de parler, contre qui ils se sont affrontés 2 fois. Il y a eu un match nul et une victoire de Dado. Et pareil, Little Dado, il a battu Jackie Juric, il a combattu contre Lusalika, Henry Hook, il a fait match nul contre Manuel Ortiz, qui est un des meilleurs poids coqs de tous les temps. Ça a été vraiment un très gros boxeur, lui aussi, Little Dado. Et puis, ce qu'il a pris, il a été champion du monde. Alors, il a été champion du monde chez les poids mouches. Alors, la première fois, ça a été contre Small Montana en 1938. Alors, on ne peut pas trop considérer ça comme un vrai titre mondial parce que c'était une version californienne du titre mondial des poids mouches. Vous voyez, même à l'époque, il y avait un peu de bordel au niveau des titres. Mais après, il a pris le vrai titre mondial des poids mouches face à Jackie Jurix, pardon. C'était en 1941, si je dis pas de bêtises. Et bon, chez les coqs aussi, il aura un titre contre Tony Oliveira. Il a essayé d'obtenir une chance pour le titre mondial des poids plumes, mais pour tenter de devenir l'un des rares boxeurs 3 fois champion du monde, puisqu'à l'époque c'était très rare. Ceux qu'il avait fait, il y avait eu Bob Fitzsimmons, Tony Canzoneri et Henry Armstrong, c'était les seuls. Et lui, il aurait aimé faire partie du club, mais il n'a jamais eu sa chance. Mais en tout cas, très gros boxeur Little Dado. Et dans ces années-là, il va y en avoir un surtout qui va sortir du lot, c'est Seferino Garcia. Alors Seferino Garcia, c'est un très grand nom de la boxe aux Philippines. C'est un gars qui a commencé chez les poids welter et en fait, il est connu pour être l'inventeur du bolo punch. Voilà, alors le bolo punch on attribue des fois cette invention au boxeur cubain Kid Gavilan, mais en fait, non, le premier à l'avoir mis en place, c'est Seferino Garcia, donc le bolo punch qui consiste à faire un mouvement circulaire un peu avec le bras pour aller frapper l'adversaire. Et c'est Garcia qui a inventé ce mouvement. Alors apparemment, il serait inspiré dans ce qui se passait dans les plantations de canne à sucre aux Philippines.
eh ben, les gens pour récolter utilisaient une machette qu'on appelait une machette bolo et qui faisait un petit peu un mouvement circulaire avec le bras pour aller couper donc, les cannes à sucre. Et en fait, il a repris ce mouvement, Ceferino Garcia, pour envoyer des coups de poing. Et ça a super bien marché. Et ça a fait sa marque de fabrique, alors parce que c'était original à voir, et puis même pour les adversaires, en fait, c'était troublant parce qu'on n'était pas habitué à être frappé de cette façon par un combattant. Donc c'est lui qui en est à l'origine de ce fameux coup, le bolo punch, qui sera donc repris par Kid Gavilan, qui lui va considérablement l'améliorer, amplifier le mouvement. C'est pour ça, pour beaucoup, Kid Gavilan, c'était un peu... il est souvent vu à tort comme l'inventeur de ce coup. On sait que Sugar Ray Leonard l'a beaucoup utilisé ce coup, il en faisait sa marque de fabrique aussi en faisant tournoyer le poing avant de l'envoyer. Il y avait Eder Joffre qui l'a utilisé, enfin voilà. Et c'est Ceferino Garcia qui a créé ce coup. Et c'est pas tout ce qu'il va faire, Ceferino Garcia, puisqu'il va devenir champion d'Orient des poids welter. Il va partir aux États-Unis, alors il va boxer pareil une grosse génération chez les welters à cette époque. Il y avait Young Corbett 3, Kid Azteca, Baby Joe Gans, Young Peter Jackson. Alors il va avoir des défaites contre ces gars-là, mais il va aussi en battre. Et en 1936, il va rencontrer Barney Ross. Donc Barney Ross, grosse légende américaine de la boxe. Il va perdre ce combat par décision unanime en 10 rounds, c'est en 36. Mais il va offrir une belle opposition à Ross, qui à ce moment-là était le champion du monde des poids welter. Et bon, là, le titre n'était pas en jeu du coup, mais en tout cas, ça va lui offrir un grand combat et ça va lui offrir un petit peu un ticket pour le titre mondial pour avoir une revanche contre Ross en championnat du monde. Et c'est là où ça va être assez gros parce qu'en fait, c'est en 1937 que ça se passe. Et c'est le promoteur Mike Jacobs qui va organiser un super événement qui s'appelle le Carnival of Champions, où en fait c'est un championnat du monde de poids welter avec en sous-carte des gros combats. Donc on avait notamment Sixto Escobar contre Harry Gefra, on avait Lou Ambers contre Pedro Montañez, on avait Fred Apostoli contre Marcel Thiel pour le titre donc mondial des moyennes. D'ailleurs c'est là où Thiel, notre français, va le perdre. Et puis en clou du spectacle, on a Barney Ross contre Ceferino Garcia pour le titre mondial des poids welter. Donc ça c'est quand même assez balèze parce que à l'époque on n'avait jamais vu trop un événement comme ça avec un sous-carte autant de beaux combats. Et c'est vrai que le fait que Ceferino Garcia se retrouve impliqué là-dedans en tête d'affiche en plus avec Barney Ross, eh bien, ça fait quelque chose quoi. Pour les Philippines, voilà, on a un gars qui a vraiment percé aux États-Unis pour arriver au sommet. Et ça va être un très gros combat en 15 rounds, mais au terme duquel eh bien, Ceferino Garcia va perdre au point, mais avec les honneurs. Alors ceci dit, il ne va pas s'arrêter là, Ceferino Garcia. Il va retenter sa chance en 38 en welter. Alors cette fois-ci, ce sera contre Henry Armstrong qui avait pris le titre. Alors il va perdre en 15 rounds. C'est un gros combat aussi qui a lieu au Madison Square Garden. Alors, bon, enfin, c'était Henry Armstrong, donc forcément, c'était difficile d'aller chercher le titre. Et puis bon, la défaite est quand même honorable pour Ceferino Garcia. Et suite à ce revers, en fait, il va décider de changer de catégorie, d'aller chez les moyens. Donc moyen qui est quand même une catégorie très populaire à l'époque. Et chez les moyens, eh bien, il va obtenir quand même 2 grosses victoires face à Lloyd Marshall. Lloyd Marshall qui sera un futur boxeur poids mi-lourd aussi, qui a donné notamment beaucoup de fil à retordre à Edzard Charles et à d'autres. C'était un très bon boxeur. Et Ceferino Garcia, il va d'abord le battre par décision, puis à la revanche, il va le mettre KO en 5 rounds. Donc grosse performance. Et en 1939, enfin, il parvient à décrocher le titre mondial donc contre Fred Apostoli, l'américain qui nous avait détrôné Marcel Thiel. Et bien Ceferino Garcia va le mettre KO en 7 rounds au Madison Square Garden. Et il va devenir donc le nouveau champion du monde des poids moyens. Donc ramener le titre des poids moyens aux Philippines, c'est quand même costaud et ça devient lui aussi vraiment un héros national là-bas. Alors il va faire suite à ça un autre gros combat contre Henry Armstrong en moyen. Ça sera un combat sans titre en jeu qui va se terminer par un match nul assez controversé parce que c'est vrai qu'Armstrong aurait sans doute dû gagner ce combat. Et puis ça va commencer en fait après ça à redescendre un peu Ceferino Garcia et en 40 notamment il va perdre son titre contre Ken Overlin. Un combat qui a beaucoup déçu les fans parce qu'en fait dans ce combat il n'a jamais utilisé son célèbre bolo punch, Ceferino Garcia. Et bon, il va être battu, il va perdre le titre et quelque part avec sa défaite ça va entraîner la fin de l'âge d'or philippin. Voilà, de ce gros âge d'or qu'il y a eu entre les années, la fin des années 10, les années 20 et les années 30. Voilà, donc en tout cas grosse génération des Philippines et vous voyez que les Philippines
ça y est, ils sont vraiment installés comme nation, grosse nation de la boxe déjà à cette époque-là. Ce qui n'est pas vraiment le cas des autres pays d'Asie. Alors au Japon notamment, on va y revenir, il s'est passé des choses aussi durant ces années, mais pas à ce niveau. Alors au Japon, en fait, c'est vraiment en décembre 1921 que ça va bouger, alors notamment grâce à un homme qui s'appelle Yujiro Watanabe. Alors Yujiro Watanabe, c'est un ancien boxeur japonais, en fait c'était un gars qui pratiquait donc le kento au Japon et qui est parti aux États-Unis en Californie pour combattre au début du XXe siècle. Donc il a fait quelques combats en Californie et après il est revenu au Japon avec vraiment l'idée de transmettre la boxe telle qu'il l'avait vue aux États-Unis. Et il va créer un club qui s'appelait le Nippon Kento Club. Donc vous voyez, c'est toujours le Kento, comme on appelle ça au Japon. Donc il l'a créé à Meguro, ce club. Et c'est là qu'il va se mettre à former des nouveaux combattants. Et c'est pour ça que Yujiro Watanabe est vu par beaucoup comme le père de la boxe au Japon. Alors, il va notamment former un premier champion chez les coqs, un premier donc, champion du Japon, c'est Sadayuki Ogino, voilà, donc premier champion reconnu au Japon chez les coqs, et que certains appellent justement aussi le père de la boxe. Voilà, ils sont un peu deux, entre Watanabe et son poulain, du coup son premier poulain, qui a fait une percée dans le milieu de la boxe. Alors juste après ça, il y aura également Kinzaburo Yokoyama, qui a été champion chez les poids plumes. Et en 1924, on va voir émerger d'autres, notamment Fuji Okamoto chez les mouches, Kintaro Usuda chez les légers. Et c'est vrai que ça commence à se développer, et ça on le doit à Yujiro Watanabe, qui va vraiment institutionnaliser la boxe au Japon et commencer à créer les premiers champions. Alors à l'époque, c'est quand même très compliqué dans ces années 20 parce que on n'a pas de réelle distinction entre les amateurs et les pros au Japon. Il faut vraiment attendre 1926, la création de la fédération amateur au Japon, à laquelle d'ailleurs Watanabe, je crois, a participé, pour vraiment qu'on ait, en fait, que ça commence vraiment à se faire ces distinctions. Et on voit donc que ça se structure au Japon. De plus en plus, on commence vraiment à créer des structures pour la boxe. Et en 1925, notamment, on a les premiers championnats amateurs au Japon. Et ces championnats amateurs vont permettre de dégager des champions. Alors, on aura Fuji Okamoto, dont je vous ai déjà parlé, et Kintaro Usuda, qui avaient changé de catégorie. Okamoto était passé chez les coqs et Usuda chez les welter. Et ces deux gars-là vont remporter les championnats en 1927 et vont représenter le Japon aux JO de 1928. Voilà, ils participent aux Jeux Olympiques de 28. Ils n'auront pas de médaille, hélas, mais c'est quand même notable de voir cette évolution du Japon dans la boxe. Alors, c'est un amateur que ça se fait, comme vous voyez surtout, mais justement au début des années 30, on commence à se dire qu'il faut également développer la boxe professionnelle au Japon, parce qu'on voit très bien ce qui est en train de se passer aux États-Unis et ailleurs. C'est-à-dire que ça devient vraiment un gros sport qui attire les foules et il y a beaucoup d'argent à se faire aussi avec. Et en fait, voilà quoi, c'est même il y a un point de vue vraiment social quelque part, un petit peu comme les jeux de Rome et les gladiateurs. C'est-à-dire qu'il y a ça et le Japon, il veut aussi exploiter cet aspect-là. Et c'est pour ça qu'en 1931, ils vont fonder le All Japan Professional Kento Association, qui sera la première un petit peu fédération de boxe au Japon. Alors très rapidement, suite à des luttes internes, elle va devenir la JPBA, donc la Japan Pro Boxing Association. Donc ça c'est quand même assez intéressant parce que vous voyez, on est passé d'une association où il y avait le mot Kento à une association où il y a le mot boxing. Donc déjà ça veut dire que les Japonais ils commencent à oublier l'aspect Kento qu'ils avaient pour vraiment se familiariser avec la pure boxe anglaise, américaine, voilà, en utilisant le terme boxing. Et ils vont notamment jouer beaucoup sur un grand boxeur de l'époque japonais qu'ils avaient, qui était Tsuneo Horiguchi, qu'on surnommait Piston Horiguchi, et qui va être très populaire au Japon. Alors ce gars-là, il va combattre en pro au Japon, et en fait, il était quasiment invincible, ce qu'on disait chez les poids plumes. Il est resté vaincu pendant 55 combats avant de perdre. Alors il y avait eu 49 victoires et 6 matchs nuls. Et il va finalement perdre contre un Philippin qui s'appelait Joe Eagle, mais il va prendre sa revanche directement après. Alors, Horiguchi, ça va vraiment être au Japon, voilà, il va propulser la boxe professionnelle, ça va être une icône dans son pays, et il va un peu traverser les frontières puisqu'il va devenir champion d'Orient des poids plumes, et puis il reviendra au Japon où il deviendra champion des moyennes. Donc voilà, c'est dire vraiment le palmarès de ce boxeur pour l'époque, et ça va vraiment, ce gars-là va propulser la boxe professionnelle au Japon dans les très hauts niveaux. Voilà. Et vraiment, voilà, vous voyez qu'en Asie, ça commence à se
à se développer à fond. Alors pour parler des autres pays, alors notamment tout ce qui est l'Asie du Sud-Est, alors là où se trouve l'actuelle Thaïlande, qui n'est pas encore la Thaïlande dans les années 20, les années 30, on va voir que c'est complètement différent. Alors en fait, eux, dans ces régions-là, ils sont à fond sur le Muay Thai donc, qui a émergé à la fin du 19e siècle. Voilà, donc je vous ai parlé tout à l'heure des ancêtres du Muay Thai. Et c'est vrai que eux, ils sont à fond là-dedans. Donc le Muay Thai à cette époque, bon, il faut voir ce que c'est. C'est hyper violent, donc c'est à poings nus, à pieds nus. Et les mecs, voilà, ils forment un cercle et au milieu, il y a les deux combattants qui se font des combats vraiment hyper violents. Et il y a tout en fait une culture autour du Muay Thai à ce moment-là dans ces pays. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des champions des villages qui se rencontrent. Enfin, il y a vraiment tout un rituel, c'est incroyable. Et en fait, en 1921, les autorités trouvent que quand même ce sport il est beaucoup trop violent et en fait qu'il devient létal parce qu'il y a des morts. Et ils décident de l'interdire en 1921. Alors le truc, c'est que c'était tellement ancré dans la culture maintenant en Asie du Sud-Est que même en l'interdisant clandestinement, ça va continuer à se faire. Et du coup, les autorités vont comprendre que ça va être très dur d'endiguer ça. Alors ce qu'ils vont choisir de faire, c'est de le réintroduire, le Muay Thai en 1930, mais de l'introduire avec un peu plus de sécurité autour de règlements, de structures pour éviter en fait que ça soit que ce soit trop violent, que ce soit des combats à mort, parce que c'était limite du free fight quoi. Et en fait, alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont choisir justement de s'inspirer de ce que fait la boxe anglaise. C'est-à-dire qu'ils vont leur mettre des gants comme en boxe, ils vont utiliser des rings pour les combats, ils vont essayer de faire un système de round de 3 minutes, de reprise. Enfin, quoi que c'est pas 3 minutes, si je dis pas... Je connais pas bien le Muay Thai, mais je crois que c'est des rounds plus longs, si je me trompe pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un système de reprise. Pareil, c'est sectionné en reprise. On n'a pas droit aux coups de tête, à certains coups bas. Donc en fait, il s'inspire vraiment pour moderniser le Muay Thai de la boxe anglaise. Et c'est pour ça que d'ailleurs après, ça devient vraiment ce qu'on appelle la boxe thaï, voilà, comme on connaît un peu aujourd'hui. Et je pense que c'est là la première entrée de la boxe sur cette partie sud-est qui va devenir après la Thaïlande. C'est qu'en fait, la boxe anglaise a commencé à s'introduire par la structuration du Muay Thai en fait. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà, c'est comme ça que ça vient. Et le reste en Asie, voilà, on voit que ça se développe donc. Et ce qui va être quand même un événement marquant, ça va être dans les années 40, évidemment, ça sera la Seconde Guerre mondiale. Donc la Seconde Guerre mondiale, pourquoi? Parce que déjà, on sait que le Japon, qui était du coup allié à l'Allemagne, suite à sa défaite, il va y avoir une occupation pendant un moment de l'armée américaine sur certains territoires japonais. Et ça va renforcer en fait l'impact de la boxe. Et ça, c'est d'ailleurs très bien expliqué. Je sais que beaucoup l'aiment sur la chaîne, le manga Hippo, où on voit justement, il y a toute une histoire avec l'entraîneur d'Hippo quand il est jeune, donc il est au Japon juste à l'après-guerre, et où on voit en fait qu'eux pratiquent le kendo justement, et qu'en fait ils découvrent les soldats américains qui sont balèzes, qui pratiquent vraiment la boxe pure telle qu'on la connaît. Et c'est vrai que ça a renforcé la présence et le développement surtout de la boxe au Japon à cette époque-là. Et puis le gros événement qu'on va avoir surtout, ça sera sur l'après-guerre, la scission de la Corée, puisque vous savez qu'elle va être scindée en deux au final, Corée du Nord qui sera sous domination URSS et la Corée du Sud sous domination américaine. Et je pense qu'en fait c'est comme ça que la boxe va vraiment s'introduire en Corée du Sud à mon avis, c'est que les Américains forcément ils ont renforcé leur présence sur leur terrain et ils ont voulu vraiment inculquer leur culture. Et c'est de là que vraiment, en Corée du Sud, va naître vraiment la boxe va faire une grosse percée. Je pense, j'ai pas trouvé vraiment de source là-dessus, mais je pense que c'est par ce biais-là, que c'est vraiment arrivé en Corée du Sud. Voilà. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, ça va vraiment beaucoup se développer. Alors déjà, dans le monde, la boxe se développe. Il faut savoir que les années 50... la boxe, c'est un petit peu dans le monde le gros sport. Hein. Il faut voir l'impact que ça avait à l'époque. C'était le gros sport mondial, quoi, vraiment la boxe. À ce moment-là, il n'y a rien au-dessus. Et c'est pour ça que ça va permettre aussi, dans ces pays asiatiques, de la développer à fond, parce que c'est le sport du moment. C'est vraiment le sport du moment. Et au Japon, notamment, on commence à beaucoup pousser derrière les boxeurs pros. Et il y en a un qui est particulièrement apprécié, c'est Yoshio Shirei. Alors, Yoshio Shirei, qui est un japonais très bon, qui devient champion du Japon des poids mouches, qui sera également champion du Japon des poids coqs, et qui va affronter
Dado Marino, le champion américain des poids mouches à l'époque. Alors Dado Marino, c'est un Américain donc qui vivait à Hawaï et qui était originaire justement des Philippines, parce que faut le savoir, en fait, il y a une grosse communauté des Philippines à Hawaï. Et donc Dado Marino était issu de ça, voilà, donc c'est la petite histoire. Donc quelque part, on pourrait presque le considérer entre guillemets comme un boxeur d'Asie. Et les Japonais vont réussir à le faire venir au Japon, ce boxeur, pour affronter Shirei. Alors, en fait, Marino quand même va pas mettre son titre en jeu. C'est un combat sans titre en jeu qui va se faire en 10 rounds, qui va avoir lieu au Korakuen au Japon. Et c'est Marino qui va gagner. Alors Yoshio Shirei, il va perdre, mais de très peu. Ça s'est fait à peu de choses ce combat, à tel point qu'en fait, vu ce qu'il avait fait là, eh ben, ça pouvait justifier qu'il retrouve Marino pour un championnat du monde. Et c'est là qu'en fait le Japon va comprendre qu'il y a une grosse chance d'obtenir son premier titre mondial. Ils vont mettre toutes les chances de leur côté. Donc le 21 avril 52, ils vont créer la JBC, donc la Japan Boxing Commission, qui va être en fait vraiment un organisme pour amener à fond Yoshio Shirei vers le titre mondial. Et il faut voir que dans la même année, au mois de mai, donc le 19 mai, donc quasiment un mois après, et bien ça y est, le combat est organisé entre Yoshio Shirei et Dado Marino au Korakuen, devant 40 000 spectateurs qui sont là pour voir le premier boxeur japonais, enfin le premier japonais qui va tenter vraiment le titre mondial. Et Yoshio Shirei, il va battre Dado Marino par décision unanime en 15 rounds et il va devenir le premier japonais champion du monde de boxe. Voilà, c'était chez les poids mouches. Donc Yoshio Shirei il rentre dans la légende et ça y est, il permet au Japon d'obtenir son premier titre mondial chez les boxeurs pros. Et donc forcément d'avoir un poids, il permet au Japon, à sa nation, d'avoir un poids dans le monde de la boxe. Et ça va très vite s'accélérer par la suite, puisque dès 1954 en fait, on va avoir la fondation de l'OBF, donc l'Oriental Boxing Federation, donc qui est en fait voilà, une fédération de boxe orientale, qui a été fondée par des commissions japonaises, philippines et sud-coréennes. Et c'est vraiment tout un petit... En fait, ça gère le championnat de tout l'Orient. Voilà. Ils décernent une ceinture, notamment il y a un championnat d'Orient qui est organisé. Et voilà, c'est mis en place comme ça. Et le Japon, oui, était un peu le fer de lance de cette fédération. Et ils ne vont pas s'arrêter au Japon, puisque en 1956, donc 2 ans après, ils lancent le Boxing Magazine. Le Boxing Magazine, en fait, c'est l'équivalent du Ring Magazine au Japon. Et en 1957 même, ils vont vraiment créer d'autres catégories, alors notamment la catégorie des poids lourds au Japon. Alors c'est une catégorie qui ne va pas du tout durer au Japon parce qu'ils n'ont pas vraiment des gros physiques. En fait, ils avaient du mal à trouver du monde pour aller dans ces catégories. C'est pour ça qu'en fait, cette catégorie, elle va rapidement disparaître. Et en fait, la limite absolue pendant un moment au Japon, c'était les moyens. Et ça a duré pendant 50 ans. Je crois que c'est en 2009 qu'ils ont créé les catégories lourdes, donc tout ce qui est mi-lourd, lourd léger et lourd, c'est arrivé que là. C'est pour ça que d'ailleurs dans Nippo, ça aussi s'est mis en avant avec le personnage de Takamura, qui est obligé de boxer en fait chez les moyens parce que c'est la catégorie la plus lourde au Japon, il n'y a personne, donc il est obligé de faire des gros cutweights pour pouvoir boxer dans ces divisions-là. Voilà, donc vous voyez que vraiment les Japonais dans les années 50, ils mettent les bouchées doubles. Mais ça ne sera pas les seuls. Alors déjà, on va avoir vraiment le retour des Philippines à ce niveau-là, et notamment avec un autre grand boxeur qui s'appelle Gabriel Flash Elord. Donc Flash Elord, légende des Philippines, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Et ce gars-là, en fait, va avoir un gros parcours. Alors dans les années 50, il va devenir notamment champion d'Orient du coup des poids coqs. Ça sera, en fait, il le devient dès son second combat officiel, parce que là c'est pareil entre les combats qu'ils ont pu faire à côté ou pas, mais à son second combat officiel, déjà Flash Elord, il devient champion d'Orient des poids coqs. Alors ensuite il va continuer, il va monter chez les poids plumes, mais en 55 notamment, aux Philippines, chez lui, il va battre l'américain champion du monde des poids plumes depuis 6 ans, Sandy Sadler. Alors Sandy Sadler est une grosse légende de la boxe qui est connue pour sa rivalité avec Willie Pep, qui avait pris le titre justement à Willie Pep et qui était champion depuis 6 ans. Alors au moment où ils s'affrontent, hélas pour Elord, le titre n'est pas en jeu, donc il gagne par décision unanime en 10 rounds chez lui, mais ça lui donne du coup là encore un ticket pour le titre mondial. Et effectivement, il va y avoir un combat revanche qui sera organisé en 56 ou 57, je ne sais plus.
et qui cette fois-ci aura lieu en Californie, donc sur le terrain de Sadler, avec le titre en jeu, mais cette fois, Flash et Lord va perdre par KO technique au 13e round. Alors c'est dû notamment à une coupure à l'œil gauche qu'il avait, parce qu'il a fait un très beau combat apparemment, mais cette coupure a fini par pousser l'arbitre à arrêter le combat. Voilà. Et en 57, donc il va devenir Flash et Lord champion OBF, donc la fédération qui a été créée, donc champion d'Orient OBF des poids légers. Et c'est en 1960 qu'il va devenir champion du monde des poids super plumes en mettant KO Harold Gomez. Voilà, donc premier champion du monde philippin depuis en fait Seferino Garcia. Et là, voilà, c'est vraiment, il va faire un gros combat puisque Harold Gomez, il va aller 6 fois au tapis dans ce combat avant de s'écrouler au 7e round. Donc grosse performance de Flash et Lord. Flash et Lord d'ailleurs, il va y avoir une revanche et il va rebattre Gomez cette fois-ci par KO dès la première reprise. Et à partir de là, ça va être l'explosion. Flash et Lord, il va entamer un gros règne, un long règne chez les super plumes. Alors notamment, il y aura sa rivalité avec le japonais Teruo Kosaka. Et en 61 notamment, il va le rencontrer alors pour le titre OBF et pour le titre mondial, parce que ça qui était fou, c'est qu'en fait, il détenait le titre OBF chez les légers et Lord, et en même temps, il avait le titre mondial des super mouches. Et il défendait les deux titres comme ça, un coup l'un, un coup l'autre. Et en 62, il va même être intronisé champion WBA, Flash et Lord, puisque c'est au moment où la WBA apparaît dans le monde de la boxe. Donc il est reconnu champion par cette fédération. Et l'année suivante, en 63, il est également reconnu champion par la WBC. Donc voilà, il a le titre unifié. Et Flash et Lord, il va régner pendant 7 ans sur les super plumes. Ça sera 10 défenses. Parmi eux, il y avait notamment Ismael Laguna, qui est un très grand boxeur panaméen. Il y avait Johnny Bizarro, donc des gros noms. Et durant même cette période de titre, comme il était champion OBF chez les poids légers, il va tenter le titre mondial unifié des légers contre Carlos Ortiz, donc le portoricain qui était la légende de l'époque. Ils vont faire 2 combats de fou au Rizal Memorial aux Philippines, dont le second attirera quand même 60 000 spectateurs. Et les 2 fois, en fait, Flash et Lord va perdre par KO au 14e round. Alors la première fois, c'est un KO technique où en fait il est stoppé sur une blessure. Et c'est vrai que Et Lord, lui, il a estimé qu'il avait été arrêté beaucoup trop tôt alors qu'il était dans le combat. Et puis au second combat, cette fois-ci, par contre, il va être mis KO net par Ortiz. Mais en tout cas, c'est 2 combats de légende, 2 guerres. Et franchement, Flash et Lord, là, il a façonné la légende des Philippines. Et il a eu un aura auprès de son peuple comme on avait rarement vu. C'est-à-dire qu'on n'avait pas revu ça depuis Pancho Villa, quoi. Il a vraiment poussé derrière lui, tout le peuple philippin poussé derrière lui, c'est devenu une icône nationale, Flash et Lord. Et avec lui, donc, il va y avoir forcément toute une génération, comme avec Pancho Villa, il va entraîner toute une génération derrière lui, et il va déclencher ce qu'on appelle le second âge d'or de la boxe aux Philippines. Et on peut dire que dans ces années 60, en fait, j'ai envie de dire, ça a été un âge d'or pour la boxe asiatique. Ça s'est beaucoup développé, la boxe des années 60. Je vous en avais parlé également dans le podcast sur la guerre entre Mexique et Puerto Rico, que c'est à ce moment-là que les boxeurs latinos ils explosaient. Donc il y avait des boxeurs de toutes nations, et notamment comme les Asiatiques étaient dans les petites catés, il y avait beaucoup de boxeurs latinos qui explosaient en ce moment, et ça donnait lieu à beaucoup d'opposition. Et il y avait donc de l'activité dans ces catés, c'est ce qui va leur permettre de monter. Et il n'y a pas que les Philippines qui ont profité de ça avec Flash et Lord. Tous, en fait, ces nations d'Asie vont avoir un petit peu leur fer de lance, leur champion. En Thaïlande, notamment, on va avoir Pon King Pech. Alors, la Thaïlande, je pense qu'en fait, eux, comme je vous le disais, ils étaient beaucoup sur le Muay Thai, mais avec l'introduction de certains éléments de la boxe anglaise dans le Muay Thai qui a fait basculer vers la boxe thaï, je pense qu'ils ont vu dans les années 50 que comme la boxe anglaise était le sport en vogue, ils se sont dit, nous, on a des notions de boxe anglaise, parce qu'à mon avis, ils s'étaient déjà rapprochés de la boxe anglaise pour le Muay Thai, pour la boxe thaï, étant donné que pour le combat au poing, ils avaient besoin de la technique de l'anglaise, donc ils ont appris à la maîtriser. Et quand ils ont vu le succès de l'anglaise, à mon avis, ils ont dû se dire, il y a un filon exploité, c'est là où il y a l'argent, et beaucoup de boxeurs thaï, en fait, vont aller vers l'anglaise. Et parmi eux, on a Pon King Pech, qui lui a été champion de Thaïlande des poids mouches en 1956, qui va devenir champion OBF, donc d'Orient, en 1957. Et en 1960, donc la même année que Flash et Lord, il va devenir le premier Thaïlandais champion du monde. Ça sera chez les mouches en battant le très grand argentin Pascual Pérez, avec un des meilleurs poids mouches de tous les temps.
Il va le battre dans un combat très serré en 15 rounds qui sera très disputé. C'était à Bangkok. Et Pascual Perez va demander une revanche à Los Angeles. Et cette fois-ci, King Patch va l'emporter à nouveau, mais cette fois-ci par KO technique au 8e round. Donc gros combat de Pon King Patch qui va être absolument fabuleux. Alors il perd son titre en 62 contre le japonais Fighting Harada dont je vais reparler après. Il récupère quand même ce titre dans le combat revanche à Bangkok, donc contre Harada toujours par décision majoritaire, donc un combat très serré. Et puis il va reperdre son titre par KO au premier round contre un autre japonais qui était Hiroyuki Ebihara. Et il va à nouveau le regagner par décision partagée au 15e round. Donc ça veut dire quand même qu'il a été 3 fois champion du monde des poids mouches en l'espace de peu de temps. Puis il va reperdre finalement ce titre définitivement contre Salvatore Buruni aux États-Unis. Mais Pon King Patch, vraiment premier champion thaïlandais de l'histoire. Et gros nom de la boxe, vraiment qui a fait un gros palmarès. Et le Japon, eux aussi, vont avoir leur grand champion. Et je viens justement d'en parler, c'est Fighting Harada. Fighting Harada, donc, qui devient champion du monde des poids mouches en battant Pon King Patch par KO au 11e round. Combat de folie, Fighting Harada, il avait un style, en fait, on le comparait justement à un kamikaze. C'était ça, c'est le japonais kamikaze sur le ring. Il faut voir les combats de ce boxeur, c'est spectaculaire. À chaque round, il court sur son adversaire et il le crible de coups. Il avait une agressivité, enfin, c'était vraiment le kamikaze, il avait peur de rien. Le mec, il se jetait corps et âme dans le combat. Et après avoir battu King Patch, alors il a reperdu le titre par décision majoritaire juste après. Mais il va monter en fait chez les poids coqs. Et là, il va accomplir un exploit Fighting Harada, puisqu'à l'époque, chez les poids coqs, celui qui règne en maître, c'est le Brésilien Eder Joffre, qui est invaincu en 50 combats, 47 victoires, 3 nuls. Et Eder Joffre, il est considéré par le monde de la boxe comme le meilleur boxeur, toutes catégories confondues à ce moment-là. C'est un véritable phénomène, ce prodige brésilien. Et là, on va voir qu'une fois encore, les Japonais mènent toutes les chances de leur côté. Ils vont faire un truc qui est assez propre en fait à ce que font les pays asiatiques à ces époques-là, c'est qu'ils mettent beaucoup d'argent sur la table pour gagner les appels d'offres et avoir les combats chez eux. Et là, le combat va être justement organisé à Nagoya au Japon dans un très grand stade et un combat donc contre Eder Joffre. Et Fighting Harada va créer l'exploit en parvenant à battre Eder Joffre au point sur un combat très serré en 15 rounds. Il va faire tomber Eder Joffre, mettant fin à son invincibilité légendaire, et il va s'emparer du titre mondial unifié WBC-WBA. Il y aura une revanche qui sera organisée une fois encore au Japon, au Budokan, et à nouveau Fighting Harada va l'emporter cette fois-ci par décision unanime, au 15e round. Et là, voilà, il assoit sa supériorité. D'ailleurs, Eder Joffre prend sa retraite après ça. Alors, il fera un comeback des années plus tard, comeback d'ailleurs retentissant. Mais Fighting Harada, ça reste le gars qui a battu Eder Joffre. Et là, à ce moment-là, ça devient, c'est même aujourd'hui encore la plus grosse performance, je pense, qu'a accompli un boxeur japonais. C'est absolument énorme. Et ce titre unifié des poids coqs, il va le défendre notamment contre les grands noms de sa catégorie à l'époque, Alan Rudkin, José Medel, Bernardo Caraballo. Et il finira par le perdre en 68 contre Lionel Rose. Puis, il va tenter, à la fin des années 60, début des années 70, de s'emparer du titre des poids plumes. Voilà, pour devenir lui aussi rentrer dans le club très fermé à l'époque des boxeurs champions dans 3 catégories. Il le tente contre Johnny Famechon 2 fois, et 2 fois il va échouer. Voilà. Mais Fighting Harada, immense boxeur, légende de la boxe japonaise, et lui aussi va être un fer de lance pour la boxe japonaise ces années-là. Et la dernière nation qui va avoir son fer de lance dans ces années-là, c'est la Corée du Sud. Donc la Corée du Sud notamment avec un boxeur qui est nord-coréen de naissance, c'est Ki Soo Kim, mais qui ensuite a été en Corée du Sud. Et lui, en 61, il fait son premier combat officiel et il devient champion de Corée des poids moyens. Pour le premier combat officiel de sa carrière, champion de Corée des moyens, et enfin de Corée du Sud, bien entendu. Et en 65, il va devenir champion d'Orient OBF, toujours chez les moyens. Et puis, c'est en 66 qu'il va un peu baisser de poids pour aller chez les super welter, catégorie qui venait de se créer dans ces années-là, dans les années 60, et ça s'est créé, les super welter. Et il va affronter le champion du monde italien, l'invaincu Nino Benvenuti, qui est invaincu. Alors lui, il a un palmarès assez impressionnant, puisque en amateur, il a eu 120 combats, 120 victoires, Benvenuti. Et là, en professionnel, il est à 65 combats, 65 victoires. C'est le gars qui n'a jamais perdu. Et Ki Soo Kim, il va parvenir à le faire tomber
Enfin, il va l'amener vraiment très loin dans le combat. Ça va être un combat en 15 rounds très 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 dur. Et il va finir par l'emporter par décision partagée. Donc Ki-Soo Kim qui met un terme à l'invincibilité légendaire de Benvenuti, qui devient champion du monde WBC, WBA des super welter, et donc le premier boxeur sud-coréen à s'emparer d'un titre mondial. Ce combat, il avait lieu d'ailleurs à Séoul, devant son public, et là, ça devient une légende, et ça propulse là aussi la boxe en Corée du Sud. Alors ce titre d'ailleurs, il va le défendre contre Stan Harrington, contre Freddie Little, puis il finira par le perdre contre l'Italien Sandro Mazenghi à Milan. C'était en 68 sur une décision très serrée, là encore en 15 rounds. Donc vous voyez, on a vraiment chaque nation qui à cette époque-là a son boxeur phare, son fer de lance, et automatiquement dans le sillage de ces grands noms, il va y avoir plein d'autres boxeurs qui vont émerger, et ça va être dans les années 60 et 70 vraiment un âge d'or pour toutes ces nations. Pour les Philippines, il y a eu des très grands champions, notamment il y a eu Roberto Cruz, il y a eu René Barrientos, qu'il ne faut pas confondre là encore avec le politique bolivien. On a eu Herbito Salavaria, Ben Villaflor qui a été double champion du monde chez les super plumes et qui a notamment battu le japonais Kuniaki Shibata et qui a battu une fois le portoricain Samuel Serrano avant de perdre le combat revanche. Donc on avait des grands noms, et même en 75 aux Philippines, on a quand même eu ce qui est peut-être l'un des plus grands événements de l'histoire de la boxe, le fameux Thrilla in Manila, le troisième combat entre Mohamed Ali et Joe Frazier. Donc pour vous dire, il y avait vraiment une vague de boxe aux Philippines, c'était énorme. Mais au Japon, c'était également énorme aussi, puisqu'on a eu des très très grands champions dans le sillage d'Arada. On a eu Yoshiaki Numata, qui a été double champion du monde des super plumes, et c'est notamment lui qui a fait tomber Flash Elordi. Flash Elordi, qui était champion des super plumes et qui régnait depuis 7 ans, c'est Numata qui va parvenir à le faire tomber, à s'emparer du titre mondial. La seconde fois d'ailleurs, il devient champion contre notre grand champion philippin qui est René Barrientos. C'est absolument énorme. Et puis il y a eu aussi son grand rival Hiroshi Kobayashi, champion chez les super plumes, qui avait fait tomber justement Numata par KO au 12e round, qui redeviendra champion contre Jaime Baladares. C'était absolument énorme. On a eu Hiroyuki Ebehara, dont j'ai parlé, qui avait fait tomber Ponking Patch. On a Masao Oba, qui a été un des meilleurs poids mouches de tous les temps. On a Kuniaki Shibata, qui a un palmarès impressionnant, puisqu'il est devenu champion du monde des poids plumes face à la légende de la boxe mexicaine Vicente Saldivar. Il avait fait match nul contre Ernesto Marcel, qui était un des plus grands boxeurs panaméens. Puis il est passé chez les super plumes, il a pris le titre mondial contre Ben Villaflor. Alors même s'il a perdu le match revanche par KO au premier round, il s'est remis en selle. Il a repris le titre face au Mexicain Ricardo Arredondo. Puis il a fini par le reperdre face à Alfredo Escalera. Mais vraiment un gros palmarès. Et Kuniaki Shibata, un des plus grands boxeurs japonais de tous les temps. On a eu également Koichi Wajima dans les années 70, qui a été 2 fois champion du monde chez les super welter. On aura Shoji Oguma, qui a été champion chez les poids mouches 2 fois et qui sera le grand rival du Mexicain Miguel Canto. Et on a eu aussi Yoko Guchiken, qui était fabuleux chez les poids mi-mouches. Yoko Guchiken qui est devenu champion du monde des poids mi-mouches seulement à son 7e combat professionnel face à Juan Antonio Guzman, le dominicain qui est appelé le Little Foreman, puisqu'il ressemblait un peu à George Foreman. Et Guchiken qui va régner sur la catégorie des mi-mouches de 76 à 81 avant de perdre sur un match revanche contre Pedro Flores. Donc vraiment, les Japonais aussi, ils ont eu une génération de fous. En Thaïlande aussi, ça va émerger avec des boxeurs comme Berkrek, Chardvanchai. Ils ont des noms difficiles à prononcer, les Thaïlandais. Souvent d'ailleurs, ce n'est pas les vrais noms. On a eu également Charchei Shionoa qui a été 4 fois champion du monde des poids mouches. C'est énorme. Et qui est connu pour sa rivalité avec le Mexicain Efren Torres. On a eu Venice Borcorsor, on a eu Sainsak Muangsurin chez les super légers, qui est devenu champion du monde en seulement 3 combats, le record, donc record égalisé par Vasil Lomachenko. Mais vous voyez, en fait, c'est pas Lomachenko qui est à l'origine de ce record, c'est déjà Muangsurin qui à l'époque l'avait fait. Au début des années 70, à son 3e combat, il était devenu champion du monde. D'ailleurs, le titre mondial des super légers, il va le prendre 2 fois, ce boxeur. Donc vraiment une grosse génération aussi. Et puis la Corée du Sud, avec des champions comme Suwon Hong, qui a été champion de Corée des poids coqs, puis champion d'Orient OBF des poids coqs, champion du WBA mondial des poids coqs aussi. Puis après sa défaite contre Zamora, il montera chez les super coqs où il devient champion WBA. On a eu également Dung Kyun-yum, qui a été champion super coq de Corée,
champion OBF pardon, des poids supercoques, et puis lui aussi champion du monde de WBA des supercoques en battant Royal Kobayashi, le japonais. On aura également Chan Hee-park aussi. Enfin, vraiment, vous voyez que la boxe asiatique dans ces années-là s'est énormément développée. Alors souvent, peut-être en Occident, ils ont été moins connus parce que c'était, comme vous le voyez, dans des petites catégories. Donc ils n'étaient pas forcément mis en avant. Ça a toujours été ça un peu le problème entre guillemets de la boxe asiatique. Mais chez eux, ça a toujours été des stars et ils ont rempli des stades. Et ça, ouais, c'est devenu des légendes. Et on voit que vraiment il y a une effervescence autour de la boxe dans ces pays. C'est énorme. Et d'ailleurs en 77, l'OBF, donc l'Oriental Boxing Federation, qui avait été créée par des commissions japonaises, philippines et coréennes en 54, va devenir l'OPBF. Donc en fait le P qui s'est rajouté, c'est pour Pacifique, c'est-à-dire qu'en fait c'était toutes les nations comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ces nations du Pacifique qui en fait se mêler aussi au truc, et donc ça va grandir la fédération, donc ça va prendre encore plus d'ampleur. Alors après on va avoir la période tout ce qui est années 80-90 où dans certaines nations ça va un peu retomber, alors notamment aux Philippines qui avaient été quand même, comme vous voyez les Philippines là ils ont une historique dans la boxe assez énorme, mais on a aux Philippines dans ces années là l'apparition du basketball. Et apparemment le basketball a quand même pas mal fait de concurrence à la boxe dans ces pays. Et du coup, ça va faire un peu baisser l'effervescence du noblard aux Philippines, même si ils vont continuer dans les années 80-90 à avoir des gros champions. On avait notamment parmi les plus célèbres Rolando Navarrete, Frank Sedeno, Dodi Boy Penaloza, Rolando Bohol. Et dans les années 90, on aura Jesus Salud et puis surtout Luisito Espinoza, qui a été quand même champion du monde chez les coqs et chez les plumes, qui a notamment battu Kennedy McKinney. Donc gros nom aussi. Au Japon, eux, ils se sont quand même, ils sont restés assez stables dans leurs champions. Ils ont eu des gros noms, alors notamment dans les années 80, le plus connu Jiro Watanabe qui a été champion chez les super mouches. On a eu ensuite chez les mouches Koji Kobayashi, on a eu Tsuyoshi Hamada, Hiroki Yoka, on a eu Hideyuki Ohashi qui a été le premier boxeur champion du monde des poids pailles. On a eu ensuite dans les années 90, on a eu Yoichiro Tatsuyoshi et puis surtout Shinji Takahara, dont beaucoup d'entre vous je pense se souviennent, c'était ce boxeur qui a été champion du monde chez les moyens au Japon, très gros combattant aussi, Shinji Takahara. La Thaïlande, alors eux ils vont exploser par contre dans les années 80, le sport va vraiment se développer et en fait il y avait beaucoup de pratiquants de champions du monde de boxe thaï qui vont aller vers la boxe anglaise et certains vont même être champions dans les deux disciplines, ce qui est absolument énorme. Alors notamment il y a eu Sochi Talada qui a été très célèbre, il y a eu les frères Payakarun, Samart et Kongtorane Payakarun, et je crois que c'est Samart Payakarun qui était justement champion du monde de boxe thaï et champion du monde de boxe anglaise. Chez les poids mouches si je dis pas de bêtises, c'est hallucinant. On a eu bien sûr, alors ceux qui sont les plus connus, les frères Galaxy, Kaosei et Kaokor. Alors Kaosei Galaxy c'est le plus célèbre, beaucoup même chez le considèrent comme le meilleur boxeur thaïlandais de tous les temps. Donc ouais, lui aussi il a un palmarès énorme, il a eu un très long règne chez les poids super mouches, ça a été absolument incroyable ce qu'il a fait ce gars-là. On a eu Mwangchei Kitikasem, on a eu Tchatchei Sazakoul également dans les années 90 qui a pris le titre contre Yuri Arbachakov et qui perdra ce titre contre Pacquiao d'ailleurs. On avait surtout Samart Sorjaturong qui a été un très grand boxeur. Alors en poids paille il s'était cassé les dents sur Ricardo Lopez, mais en poids mi-mouche il va devenir champion du monde contre le très grand j'ai oublié son nom, Humberto Chiquita Gonzalez dans un combat qui a été élu combat de l'année en 95. Et puis on aura, chez les poids paille aussi, on va avoir une grosse génération des années 90, tous les Falan Sakrerin, les Anusha Potong, Shana Porpawin, qui était un très très grand boxeur qui restait invaincu pendant un moment. Donc ils avaient vraiment toute une génération énorme les Thaïlandais. En Corée du Sud, alors eux aussi ça a explosé, notamment avec le plus célèbre d'entre eux, Jungkook Chang, dans les années 80, qui devient champion du monde des mi-mouches en battant la légende panaméenne Hilario Zapata, et qui va régner pendant 6 ans sur la catégorie, Jungkook Chang, avant de faire une tentative de retour chez les poids mouches contre le Thaïlandais Mwangchei Kitikasem dont j'ai parlé. D'ailleurs, allez le voir, ce combat c'est en 90. Si vous voulez voir une grosse affiche asiatique,
Vous tapez Mwangchae Kichikasem contre Junku Chang, c'est un combat, franchement, il est énorme, il est fou ce combat dans les années 90. Ça a lieu en Corée du Sud dans un grand stade en plus, c'est énorme, franchement, allez voir ça. Ah, puis on a eu après, en Corée du Sud, on a eu Changpal Park, qui a été le premier boxeur de l'histoire, champion du monde des super moyens à l'IBF, puisqu'à l'époque il n'y avait que l'IBF qui a reconnu cette catégorie dans un premier temps, en 84. On a eu In Chulbek, quand même, qui a été champion chez les super welter et chez les super moyens. Et puis on a eu après, dans les années 90, Sung Kil-moon aussi, qui était un monstre, qui a été champion chez les super mouches, Sung Kil-moon, qui avait battu Gilberto Roman, si je ne me trompe pas. Mais incroyable. Puis on a eu Yong Soo-chwa aussi, Myung-woo-do qui était connu. Et puis celui qui a été peut-être le plus célèbre médiatiquement, il y a eu Duk Koo Kim évidemment, qui hélas est décédé tragiquement suite à son gros combat en 82 contre Ray Mancini. Et bon, sa mort a évidemment marqué le monde de la boxe, puisqu'à chaque fois qu'un boxeur meurt sur le ring, c'est quand même dramatique. Mais lui, sa mort, en fait, c'est ce qui est à l'origine notamment de la diminution des rounds dans les combats. C'est-à-dire que c'est là où la WBC, c'est la première à l'avoir fait, va décider de réduire la durée des combats de 15 à 12 rounds. Et après, des années plus tard, la WBA et l'IBF les limiteront. Mais c'est vrai que ça a été quand même un événement marquant, la mort de Duk Koo Kim sur le ring dans ces années-là. Donc voilà, vous voyez, vraiment ça développe. Et on va avoir encore un nouveau souffle qui va arriver au début des années 2000, et notamment aux Philippines, avec ce qu'on va appeler le troisième âge d'or des Philippines, qui va être poussé une fois encore par un homme, par un fer de lance. Et bon, évidemment, je pense que vous avez tous deviné qui c'est, c'est Manny Pacquiao. Manny Pacquiao qui en 98 déjà devient champion des poids mouches contre Tchatchei Sazakul. Bon, à cette époque-là, c'est un champion parmi tant d'autres, mais c'est ce qu'il va faire après quand il va débarquer aux États-Unis, quand il prend le titre des Super Coq contre les Douaba. Et puis après, je vais pas présenter la carrière de Manny, tout ce qu'il a fait, champion dans 8 catégories, avoir battu Marco Antonio Barrera, Eric Morales, Juan Manuel Marquez, Oscar de la Hoya, Ricky Hatton, Miguel Cotto, j'en passe, et aujourd'hui encore il est champion, et c'est une légende absolue, Manny Pacquiao, c'est un des plus grands boxeurs de tous les temps. Certains se demandent si c'est pas même le plus grand, mais ce qu'a fait Manny Pacquiao, c'est énorme. C'est-à-dire que dans un premier temps, il a vraiment retrouvé la popularité qu'avaient des gars comme Pancho Villa et Flash Elordi, puis il a poussé ça encore plus loin, quoi. C'est même devenu plus qu'une icône nationale, plus qu'un héros national, c'est devenu quasiment un dieu là-bas, quoi, aux Philippines, Manny Pacquiao. Et forcément, il a enclenché un troisième âge d'or, et il a fait bien plus que ça dans l'histoire de la boxe, et c'est énorme ce qu'il a accompli. Et forcément, aux Philippines, derrière, ça va engendrer, comme toujours dans son sillage, énormément de grands champions. On a eu dans les années 2000 Brian Viloria, on a eu surtout Nonito Doner, qui est incroyable lui aussi, qui a été champion dans 4 catégories. On a Donny Nietes, qui est lui aussi incroyable. On a eu Sonny Boy Jaro, et là actuellement on a John Riel Casimero aussi, qui est très très impressionnant. Donc vraiment, les Philippines, ils se sont relancés avec Manny Pacquiao, ça a été absolument, c'est fou, quoi. Et puis on a forcément le Japon qui est resté stable, donc notamment dans les années 2000, il y a eu Katsunai Takayama, il y a eu Ozumi Asegawa aussi. Puis on aura les frères Kameda. Alors le premier, c'est Koki Kameda qui est devenu champion. Il sera suivi par ses frères Daiki Tomoki, donc une fratrie de 3 champions. Ça, c'est du jamais vu aussi dans le monde de la boxe, 3 frères champions du monde de boxe. On aura ensuite, dans les années 2010, il y a eu Ryoichi Taguchi, qui est impressionnant, Shinsuke Yamanaka, très très impressionnant aussi. Et on a des boxeurs qui sont encore même là au top, chez les Japonais. On a Kazuto Yoka, auquel je pense notamment. Puis on a bien sûr Naoya Inoue qui est un phénomène lui aussi, absolument incroyable. Inoue, il a les armes, je pense, pour devenir le plus grand boxeur japonais de tous les temps et pour dépasser les Fighting Harada et les Kunyaki Shibata. Franchement, je pense qu'à l'avenir, vu la lancée sur laquelle il est, ce gars-là, ça va devenir la légende de la boxe japonaise. Il est impressionnant, Naoya Inoue. Et c'est incroyable ce boxeur, ce qu'il fait. Dans ces catégories-là, c'est...
Et puis bon, on en a d'autres, on a Ryota Murata aussi chez les moyens qui est quand même très très bon. On a Hiroto Kyoguchi en ce moment qui est champion aussi. Ils ont vraiment vraiment une grosse génération les Japonais et eux aussi c'est vraiment là une grosse nation de boxe. Alors un boxeur aussi qui a beaucoup boxé au Japon dans les années 2000 mais qui n'est pas japonais contrairement à ce que beaucoup croient, c'est un nord-coréen, c'est Masamori Tokuyama. Alors il a un patronyme japonais, mais ce gars-là est nord-coréen, il n'a pas la nationalité japonaise. Il a tout fait au Japon, il vit au Japon, il a combattu là-bas. Et on croira s'y méprendre en japonais, mais vous savez, c'est très difficile d'obtenir la nationalité japonaise, et lui, il l'a pas. Mais ça a été un immense boxeur aussi chez les... C'était chez les Mi-Mouches ou les Super Mouches Tokuyama. Ah, j'ai un doute, je crois que c'est les Super Mouches quand même. Mais impressionnant ce boxeur, lui aussi. Franchement, Masamori Tokuyama, allez voir les combats là, dans les années 2000, très très impressionnant. Et ouais, après, la Thaïlande aussi. On a eu Somsak Sichat Chawal, si je prononce bien, Prakor Dudomna aussi, et puis il y a eu forcément, qui a fait beaucoup parler depuis les années 2010, c'est Sri Saket Sorangvisai, que vous connaissez aussi sous le nom de Visakil Vangek. C'est très compliqué les boxeurs thaïlandais, ils ont plusieurs noms, on ne sait jamais lequel est le bon, mais ouais, Sorangvisai, ce qu'il a fait, champion chez les Super Mouches, d'avoir mis un terme, d'avoir stoppé vraiment Roman Chocolatito Gonzalez, qui à l'époque était le meilleur boxeur, toutes catégories confondues. Il le bat au point dans un combat serré et après il le met KO. Franchement, il est incroyable. Il a battu Estrada aussi. Bon, il a perdu le dernier combat là, contre Estrada à la revanche, mais il avait gagné le match aller. Ça serait pas mal, le troisième combat d'ailleurs. Mais ouais, Sorang Visai aussi. C'est impressionnant ce qu'il a, le palmarès de ce mec, quoi. C'est incroyable. Et puis en thaïlandais, on a aussi Chayafun Munsri qui fait beaucoup parler de lui puisqu'il a battu pour l'instant donc, le record de Floyd Mayweather. Il est invaincu en 54 combats. Alors il y en a beaucoup qui sont restés invaincus plus longtemps que ça, qui ont perdu ensuite. Lui, on va voir. Mais oui, forcément, il a un palmarès. Enfin, il a des chiffres au palmarès impressionnants parce qu'après le palmarès en lui-même, il n'a pas boxé grand monde, même s'il est champion du monde WBC actuellement chez les pailles. C'est c'est impressionnant de rester, il faut le faire, rester vaincu pendant 54 combats, mais moi j'attendrai de le voir contre d'autres, et notamment j'aimerais le voir contre notre grand boxeur thaïlandais invaincu qui est Knockout CP Freshmart. Ils sont dans la même catégorie, ils sont tous les deux champions, ils sont tous les deux thaïlandais. Ça serait génial de faire un combat d'unification entre les deux, mais ça se fait pas, mais ça serait bien parce que même pour mettre en valeur les petites catégories, moi je pense qu'on serait beaucoup d'amateurs de boxe à vouloir le voir, ce combat entre deux Thaïlandais invaincus dans les petites catés, unification de titres, franchement ça serait bien qu'ils le fassent ce combat. Donc voilà, on attend. Et la Corée du Sud, alors par contre la Corée du Sud qui reste toujours assez présente, mais qui a quand même beaucoup baissé je trouve elle. Je sais pas s'il y a eu l'introduction en Corée de d'autres sports peut-être, parce que moi, dans les années 2000, il y a eu des champions comme Yo Sam-shui, il y a eu In Jin-chi, mais ils n'ont pas performé comme ils l'avaient fait par le passé, la Corée du Sud. Je trouve que c'est quelque chose qui s'est un peu perdu là-bas. Ils sont peut-être plus ouverts aux autres sports, mais on les voit beaucoup moins, les Sud-Coréens, dans le monde de la boxe actuellement. Alors, on a eu d'autres nations qui ont émergé, effectivement, de l'Asie. L'Indonésie a eu quelques champions. Il y a eu Ili Pikal et un que beaucoup connaissent, c'est Chris John. Chris John, dans les années 2000, on se souvient parce qu'il est resté longtemps invaincu, et il était resté invaincu pendant 48 combats, ce boxeur. Il avait notamment battu Juan Manuel Marquez pour prendre le titre WBA des poids plumes. Donc ouais, ça a quand même été un gros nom, Chris John de la boxe asiatique. Et puis on a eu aussi l'émergence de la Chine. Et oui, parce que la Chine, la boxe y a été interdite pendant des années selon la volonté de Mao Tse-tung, mais aussi en vertu de l'idéal communiste. C'était un petit peu ça qu'on voyait dans beaucoup de pays, même si c'était très pratiqué en amateur, par exemple à Cuba et l'URSS, mais en Chine notamment, ils trouvaient que ça tuait un peu l'idéal communiste, surtout en pro, dans le sens où en fait c'est pas un sport par équipe, là tu te bats pour toi-même, c'est assez individualiste la boxe. Et il faut attendre vraiment le 2 avril 2000 pour avoir un premier gala pro à Canton en Chine. Et notamment c'était Andrew Golota qui était en tête d'affiche de ce gala. Je crois que c'était organisé par Top Rank, il me semble, par Bob Arum. Voilà, ça a été l'ouverture de la Chine et on a vu que
Ils ont aussi performé sur la ring olympique. Et puis dans les années 2010, il y a eu Zhu Shiming qui a été le premier Chinois champion du monde de boxe. Donc voilà, les Chinois peut-être vont aussi rentrer dans l'équation. Attention, une grosse nation qui émerge dans le monde de la boxe. Donc peut-être qu'on va les voir aussi. Et ouais, alors après, il y a parmi les pays, je sais que certains, alors JC notamment en a parlé dans sa vidéo, le Kazakhstan. Alors je vais pas forcément parler du Kazakhstan parce que le Kazakhstan, bon, c'est un peu à la limite entre l'Europe de l'Est et l'Asie. C'est vrai qu'il y a une partie du Kazakhstan où il y a beaucoup d'Asiatiques, mais bon, en Russie c'est pareil, il y a une partie où c'est que des Asiatiques. Mais je pense que le Kazakhstan reste quand même avant tout un pays d'Europe de l'Est dans sa culture, dans son langage, dans son alphabet. Et puis c'est un pays que j'ai déjà pas mal évoqué dans mon premier podcast sur l'émergence des pays de l'Est dans la boxe. Donc je vous invite à aller l'écouter si vous voulez en savoir plus sur la boxe au Kazakhstan. Mais oui, effectivement, ils en font un petit peu partie, on pourrait dire. Mais on voit, voilà, qu'il y a vraiment eu quand même sur les années un gros développement de la boxe en Asie. Et notamment, alors pour revenir sur Pacquiao qui a vraiment poussé ça, moi j'ai remarqué même que de plus en plus, on a des combats qui se font là-bas. La Chine, veut organiser des combats. Elle voulait organiser notamment le championnat du monde de demi-lourd avec Beterbiev. Mais moi, ce qui me marque aussi, c'est à Macao aussi, vous avez des gros combats. Alors notamment, ça a été via Manny Pacquiao. Macao, en fait, c'est le Las Vegas asiatique, quoi. Et ils ont fait quand même pas mal de combats dans les années 2010. C'est des gros combats, ils ont organisé des gros événements, Macao. Donc il y a un marché qui s'ouvre. On a vu que Pacquiao il a combattu à Malaisie aussi, à Lumpur. Donc de plus en plus, ça va émerger et c'est possible que les pays asiatiques, outre les champions qu'ils ont, commencent à ramener de plus en plus des gros événements. Parce qu'à l'époque, ils avaient les champions. Mais alors ils arrivaient, comme je vous dis, à remporter souvent les appels d'offres et à faire venir boxer chez eux. Mais là, on a eu quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu des boxeurs qui ont percé aux États-Unis. Pacquiao, ça a été l'exemple type. Jamais un boxeur asiatique n'a autant percé aux États-Unis, n'a vendu des pay-per-view comme ça. Et maintenant, du coup, ils sont en position peut-être d'organiser des gros événements chez eux à une échelle mondiale. Parce qu'à l'époque, ils le faisaient. Un champion qui allait combattre au Japon, par exemple, moi je vous donne un exemple qui me vient des années 90, quand William Jopi va combattre Shinji Takahara au Japon. Ouais, ça le rend pas, le fait pas rejaillir sur le monde de la boxe qui est surtout concentré aux États-Unis. Alors que là, ce que je veux dire, c'est qu'avec tous les grands champions qu'ils arrivent à avoir maintenant, les Asiatiques, ils peuvent d'autant plus ramener la boxe dans leur pays et en fait que ça ait des retombées mondiales, quoi. Parce que Pacquiao, quand il va boxer à Macao, ça fait quand même vendre des billets. Les gens regardent, les gens en parlent, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Donc voilà. Vraiment grosse émergence de la boxe dans les pays asiatiques. Alors, émergence, oui, non, j'ai envie de dire, depuis les années, ça s'est beaucoup développé, mais comme vous voyez, historiquement, c'est des pays qui ont toujours été des grosses nations de boxe, donc c'est vrai qu'il ne faut pas caricaturer les Asiatiques qu'aux arts martiaux, Kung Fu, tout ça. Non, c'est un gros continent de boxe, l'Asie, et ils nous ont fourni des champions qui nous ont fait rêver. Moi, franchement, je me suis d'ailleurs régalé en fait pour les recherches pour ce podcast parce que je suis allé revoir des combats et non, vraiment, ils ont une belle boxe. Et ces petites catégories qui sont souvent trop oubliées, elles sont vraiment hyper belles. Et souvent, d'ailleurs, les Asiatiques, dans les petites catégories, qui se retrouvent confrontés à des Latinos, ça donne des combats. Non, vraiment, c'est vraiment des nations de guerriers, c'est des nations de combattants et les champions qui nous ont fournis. On voit leur impact aujourd'hui dans le monde de la boxe. C'est vrai que l'Asie, il faut vraiment lui redonner sa place vraiment dans le monde de la boxe. Ça a été, ils sont toujours, ils sont énormes, quoi. Et je pense que effectivement des gars comme Manny Pacquiao ont beaucoup contribué à le faire reconnaître. Et je pense qu'aujourd'hui un Naoya Inoue va contribuer à le faire reconnaître. On voit l'impact qu'ils ont. Vous voyez par exemple Inoue Casimero. C'est un combat qui est très attendu, qui sera à Las Vegas au MGM Grand. Enfin, on ne sait pas trop maintenant avec tout ça, puisque on fait le podcast, on est toujours en confinement. On ne sait pas trop ce que nous réserve l'avenir, mais en tout cas, ce combat était attendu avant qu'il soit annulé. Et s'il a bien lieu, ça sera quelque chose de gros. Et déjà, vous voyez que l'an dernier, en 2019, quel combat a été élu combat de l'année par le Ring Magazine ? C'est Inoue contre un Donner, combat purement asiatique qui a lieu en Asie, au Japon.
Et voilà, donc ils commencent vraiment à traverser les frontières et c'est ça que je trouve intéressant parce que pendant des années, c'est resté un petit peu oublié ce qui pouvait se passer au niveau asiatique en boxe et c'est dommage parce que vraiment, ils sont capables de faire des choses absolument incroyables. Voilà, donc j'espère que le podcast vous aura plu et écoutez, n'hésitez pas à me dire au moins dans les commentaires ce que vous en avez pensé et surtout si vous avez d'autres idées pour des podcasts. Parce que moi je suis ouvert à toutes les idées que vous pouvez avoir. Je sais qu'il y en a déjà qui m'en ont proposé des sympas que j'ai notés. Donc voilà, en tout cas merci en tout cas pour ceux qui me suivent, qui continuent à me soutenir, qui continuent à soutenir la chaîne Box Attitude. Et merci à vous. Et bon bah écoutez, je vous souhaite à tous un bon courage pendant ce confinement parce que j'imagine que quand le podcast sortira, on sera toujours confiné. Donc voilà, bon courage à tous et prenez soin de vous. Allez, salut!